première table ronde de la journée de la mêlée numérique qui sera consacrée à la ville durable et inclusive. Donc nous allons échanger dans un format finalement assez rapproché à trois autour de cette thématique-là. On a dû adapter un tout petit peu nos supports et notre présentation à la conjoncture et au changement d'organisation. Donc nous sommes trois et non pas deux comme c'est indiqué ici. Je vais laisser mes partenaires se présenter chacun à leur tour, et pour ma part, donc je serai l'animateur et intervenant sur cette micro-table ronde, mais ce que je vous propose, c'est qu'on profite au maximum des échanges avec la salle. Donc pour ma part, Fabien Cauchy, je suis le président et fondateur de Metapolis et nous accompagnons la transformation numérique des territoires depuis maintenant 6 ans. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin pour partager ce moment. Je suis Antoine Roussel, je suis le dirigeant d'une PME qui s'appelle Alsatis, qui est née en 2004 à Toulouse et qui sévit dans l'aménagement du territoire et beaucoup plus récemment, bien sûr, autour des villes et de ses besoins. D'où notre présence ici avec grand plaisir pour partager sur le projet de la ville, mais aussi au-delà, puisqu'on a la chance de travailler avec différents départements en France. Bonjour, Joël Di Marco. Donc moi, je suis autorité organisatrice des infrastructures numériques de Toulouse Métropole. C'est un grand nom pour simplement expliquer que je travaille sur la conception et la gestion des réseaux physiques, je parle, donc les fourreaux, les chambres, parce qu'on a une spécificité à Toulouse où on a une volonté de propriétaire de nos infrastructures. Également, je pilote indirectement la société TheFin, qui est notre société, notre DSP de fibre optique dédiée au B2B. Et là, je travaille à ce moment, notamment avec Alsatis et d'autres entreprises, sur une expérimentation portée par la métropole et le fonds FEDER, puisqu'on est subventionné à 80%, sur de la radio très haut débit, de la fibre optique, de la 4G, évolutif 5G, LTE, sur de la 2.6 et sur les objets connectés. L'idée, c'est d'arriver à comprendre comment on peut concevoir les réseaux pour les usages, évidemment. Parce qu'on parle souvent des usages et on oublie souvent que d'abord, il faut construire les réseaux pour pouvoir les utiliser. Voilà. Sachant qu'en France, vu qu'on a une culture d'opérateur, parfois on pense au réseau et pas toujours aux usages. Donc c'est bien de pouvoir réussir à raccrocher les deux. Mais ce qu'il y a de bien au cours de l'échange que nous allons avoir, c'est qu'effectivement on a à la fois la puissance publique, un acteur opérateur de réseau, donc d'infrastructure, et puis on essaiera évidemment de raccrocher ça à la thématique, ville durable et inclusive. Donc effectivement parler des usages, mais aussi de la manière de s'assurer qu'ils soient utilisés, partagés par le plus grand nombre, et pas uniquement par les geeks qui participent à la mêlée numérique. Donc déjà peut-être, si j'arrive à faire changer le slide, qu'est-ce que la ville durable et inclusive? Alors, un des premiers sujets quand on a échangé avec Édouard Forzy sur la préparation de cette table ronde, c'est de quoi parle-t-on? Parce qu'on a parlé Smart City, ville intelligente, Safe City. On parle maintenant évidemment de transition écologique tous les jours. Et de plus en plus, ça fait quelques années déjà, mais le sujet de l'inclusion numérique est devenu de plus en plus prégnant. Et notamment au cours des 2 dernières années, parce qu'effectivement, au regard du contexte sanitaire que nous vivons encore aujourd'hui, il est devenu absolument essentiel de s'assurer que le numérique qui est un fait partagé par tous aujourd'hui puisse être utilisé par tous et accessible à tous. Et donc effectivement cette ville, donc cette Smart City, elle est protéiforme, elle couvre de nombreux aspects. Effectivement, historiquement, on a beaucoup pensé technologie, infrastructure, réseau. Et puis de plus en plus, effectivement, on s'est interrogé sur quels sont les usages, quelles sont les limites, quelles sont les problématiques induites par cette ville dite intelligente. Donc on va essayer d'aborder au cours de l'heure qui vient les différentes thématiques petit à petit. L'urbanisation, la compétition territoriale, l'attractivité et l'inclusivité de cette ville, et puis l'usage éventuellement, si en tout cas ces thématiques vous intéressent, qui sont faits autour de la data, de l'intelligence artificielle ou du big data. Alors,
Je vais y arriver peut-être. Hop. Déjà, qu'est-ce qu'une ville durable et inclusive en quelques mots? Parce que là encore, le concept de Smart City, il n'est pas neuf, il a plus de 10 ans, bientôt 15 ans, je pense maintenant. Il a été popularisé par de très grandes entreprises. D'abord, effectivement, des entreprises internationales comme IBM et Cisco, et donc qui venaient à la fois du software et du hardware et de l'infrastructure, et puis largement popularisé par les opérateurs de réseau qui se proposaient en fait de poser les fondations de cette ville. Alors d'ailleurs, quand on parle d'infrastructure et de réseau, et on va y venir tout de suite, on pense évidemment à tout ce qui est infrastructure haut débit et très haut débit. Mais aussi bas débit, et on aura sans doute l'occasion d'en discuter. On a beaucoup parlé, notamment à Toulouse, de Sigfox pendant de nombreuses années autour de cette thématique-là. Et puis on a d'autres réseaux dans la ville intelligente, et on aura aussi l'occasion d'en parler. Les réseaux de la ville intelligente, c'est finalement les réseaux assez historiques. Vous avez aujourd'hui, en parallèle de la mêlée numérique, un autre événement qui s'appelle les rencontres nationales des transports publics. Évidemment, dans la ville, vous avez les réseaux de transport, les réseaux d'aménagement, les réseaux bâtimentaires, les réseaux d'eau, d'assainissement, et les réseaux énergétiques, évidemment. Et tous ces réseaux s'entremêlent avec les réseaux numériques pour concevoir finalement l'épine dorsale, l'infrastructure de la ville intelligente. Voilà un petit peu pour, on va dire, les concepts fondateurs. On reviendra de manière un peu plus détaillée sur ce qu'est la ville intelligente, mais ce que je vous propose, c'est éventuellement qu'on fasse un premier temps d'échange sur ce sujet de l'infrastructure, et peut-être avec vous, Jo, sur le sujet du rôle de la puissance publique sur cet aménagement numérique du territoire. Quels sont peut-être les postulats portés et effectivement différenciants de Toulouse Métropole sur on va dire, cette épine dorsale de la ville durable et inclusive, et puis peut-être qu'on entendra derrière ça le son finalement de l'opérateur qui s'inscrit dans cette démarche-là. Oui, en effet, bon, vous verrez la différence. Moi, je suis un technicien, donc j'ai une vision vraiment purement technique de la problématique. La difficulté, c'est d'arriver à comprendre un peu la liste des courses. C'est tous les besoins qu'ont tout le monde, parce que tout le monde dans son coin, on le voit dans une grande métropole, mais on travaille également, puisqu'on gère le réseau des universités, les hôpitaux, on travaille avec Tisséo, puisque on gère leur infrastructure hors métro, etc. On a travaillé sur la 4G dans le métro, puis c'est nous qui l'avons faite avec les opérateurs. Donc vous voyez que la problématique peut être très large. Aujourd'hui, quand on fait le tour d'un besoin d'une métropole, on parlait de mobilité, mais on parle des usages. On s'aperçoit que quand on va visiter toutes nos directions, on a une liste des courses qui est absolument monstrueuse. Des petits chiffres comme ça qui parlent, c'est 500 000 containers d'ordures ménagères. On a des parcs-mètres, on a des puces un peu partout au travers d'opérateurs. Donc la problématique était de se dire combien ça coûte, combien ça coûterait si on le faisait nous-mêmes. Aujourd'hui, il s'avère qu'on a une stratégie de propriété et donc de revenus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une exponentialité dans la dépense numérique et c'est que le début. Ça ne va continuer. Après, derrière, il y a la technologie. Comment on le gère ? Les exploitations et les coûts de fonctionnement. L'administration nous demande de diminuer nos coûts de fonctionnement. L'investissement est possible. Pardon. Donc la difficulté, c'est de trouver les besoins. On a un gros problème d'interopérabilité entre toutes les technologies, puisqu'on va parler de fibre optique, même dans les objets connectés. On s'aperçoit que par métier, vous avez des capteurs qui sont innombrables, avec toujours des logiciels d'exploitation. Donc nous, on a fait le raisonnement inverse, c'est se dire, d'où l'expérimentation dont Alsatis est un des acteurs. On a 12 entreprises, on a monté des marchés recherche et développement, on a innové même dans le montage de l'opération. C'est de se dire, voilà, on va faire une sorte de laboratoire sur le B612, c'est le bâtiment emblématique de la métropole que vous avez à Montaudran. On vise la piste des géants, on a commencé à mettre des fibres optiques dans des candélabres. On va chercher des caméras en 4G à terme, des armoires de feu, en radio très haut débit également, parce qu'aujourd'hui, pour moi, la solution, c'est une vision. Ça va être la multitechnologie qui va nous permettre d'aller chercher des objets qui sont très éloignés. On ne va pas faire 10 km pour aller chercher un objet en fibre optique, ce serait complètement fou. Peut-être qu'avec le temps, les aménagements, on le fera, mais ça, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et derrière, arriver à comprendre comment tout ça, on va le faire fonctionner. Et je vais donner un exemple type. On a travaillé sur des capteurs avec Awantec. Il y a beaucoup de Toulousains on privilégie les Toulousains. Excusez-moi, moi je suis d'ici. Et donc, si on a des gens, on a une richesse sur le terroir.
Et avec Awantec, on s'est aperçu que c'était des capteurs au départ pour allumer et éteindre la lumière. Pour faire des économies, on s'aperçoit au fil de l'eau que c'est peut-être pas intéressant d'éteindre parce que l'économie n'existe pas. Sauf qu'en développant, on s'aperçoit qu'on peut faire du stationnement, on peut faire de la détection de mouvement. Donc, avec l'intelligence artificielle, on pourrait déclencher des alertes avec des caméras qui se tourneraient, etc. Donc, l'expérimentation qu'on a lancée à Montaudran, et je vais arrêter sur ça, c'est d'arriver à faire fonctionner tous ces systèmes en même temps. Et pourquoi ? Parce qu'il y a deux types de données. Il y a une donnée qui va être stockée pour l'open data, on va dire, qui pourra servir peut-être plus tard, mais il y a surtout de la donnée immédiate. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de capter une information pour la stocker. Il faut d'abord la traiter et après, alors il y en a qui n'ont pas besoin de traiter, hein, compter un nombre de piétons sur une route, si on en a besoin, on va la chercher. Mais par contre, si on veut faire de la sécurité, de l'alerte ou gérer des feux ou du stationnement, il faut qu'on soit capable de le faire. Donc ça, c'est une grosse difficulté. Cannes, dernièrement, a fait un article sur un journal où ils sont beaucoup plus en avance que nous sur beaucoup de choses, sauf qu'ils ont fait un bilan à la fin, ils disent on est incapable de gérer toutes ces données. Donc nous, on a fait l'inverse, c'est-à-dire on ne déploie pas pour le moment, on fait l'expérimentation, d'ici un an à peu près, on devrait y arriver, et on va lancer les gros marchés. Alors là, on est en train de lancer les marchés de raccordement des écoles, des bâtiments publics, on va mailler le territoire, tous les points hauts, parce que l'avantage d'une métropole, c'est qu'on est propriétaire de nos installations et de nos bâtiments, donc on a des coûts moindres sur les droits de passage, par exemple, etc. Et après, une fois qu'on sera prêt, on devrait lancer un marché 4G, 5G, et en rapport avec les IoT. Voilà. Et la radio très haut débit servira en complément pour sécuriser, puisque sur des portées de 30 km, on peut arriver des fois à près d'1 giga de données, et c'est intéressant. Voilà, excusez-moi. Présentation. Petite question, Antoine, du coup, quel est le rôle de l'opérateur dans ce cadre-là, aux côtés de la puissance publique? Première question. Et puis peut-être en extension, pour revenir à la thématique ville durable et inclusive, c'est quoi les cas d'application sur ces volets de durabilité et inclusivité? Bon, d'abord, merci de nous donner un tel rayonnement et c'est très agréable de parler de projets aussi passionnants que celui qu'on vit avec Joé. Puisqu'on a le temps et qu'on est peu nombreux, moi je vais revenir sur un point important qui est quand même une caractéristique qu'on oublie. C'est que l'initiative du pouvoir public n'était pas un dû, n'était pas forcément une évidence. Et il faut savoir qu'il y a des pays où ça se passe complètement autrement. On a la chance en France, mais on l'oublie, on est quand même des enfants gâtés en puissance. On a quand même la chance d'avoir un État bienveillant, ou en tout cas attaché à l'égalité des chances, à l'équité des territoires. Et c'est ce qui a justifié une intervention publique quand même importante, massive, depuis plusieurs années maintenant, dans l'aménagement numérique du territoire. Je m'explique. On est passé d'un monopole France Télécom que certains d'entre vous, beaux et jeunes, que je vois dans la salle, n'ont pas connu, mais que des gens comme moi ont déjà entreaperçu dans les années 80. À cette époque-là, on fanfaronnait avec le Minitel qui permettait à nos parents d'aller voir leur compte en banque et aux enfants d'aller sur 3615 Lula ou d'aller sur poser des questions, je sais pas. C'est vieux, Et effectivement, à cette époque-là, on avait une infrastructure complètement. Et c'était le début de l'adolescence. Il fallait souvent passer par là. Et on avait à cette époque-là un réseau omnipotent qui fonctionnait très bien, qui est un réseau cuivre que vous connaissez bien, puisqu'on l'utilise encore pour 70% des foyers français encore aujourd'hui. Et ce monde a évolué. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce qu'on est passé d'un monopole public, France Télécom, à un oligopole privé avec 4 opérateurs. Et j'ai à cœur de vous expliquer ça puisque c'est en partie responsable du pays dans lequel on vit. Moi, je suis très fier de voir l'initiative publique proliférer, surtout quand elle est de cette nature, c'est-à-dire adaptée à la réalité du besoin, et on va largement en parler. Mais quand vous avez 4 opérateurs dans un territoire grand comme la France, 650 000 km², ben vous avez la même densité concurrentielle, enfin vous avez le même nombre de concurrents qu'aux États-Unis, qui est 10 fois plus grand. Donc il ne faut pas s'étonner. Et tant mieux pour le consommateur qu'on ait une guerre fratricide entre ces 4 concurrents avec des abonnements à 15 balles par mois pendant 2 ans en plein centre-ville de Toulouse où ils perdent copieusement de l'argent mais où ils maintiennent leur valorisation au CAC 40. Et il ne faut pas s'étonner que cette concurrence autour de 4 opérateurs qui permet de créer une offre enrichie pour le français, et on est ravis. Allez en Belgique. En Belgique, pour un triple play, vous payez 90 € par mois, ou 80 €. En France, quand on paye plus de 30 balles, on crie vengeance.
on a 4 opérateurs qui font des offres de grande qualité et qui aujourd'hui, par l'initiative privée, déploient de la fibre optique. Évidemment, et c'est un modèle vertueux pour eux, parce que quand on est propriétaire de l'infrastructure, et c'est ce que Joe a bien compris, c'est ce qu'il est en train de faire pour sa ville, on guide le chemin. Quand on est propriétaire de l'infrastructure, c'est nous qui avons la main. Et quand on est propriétaire de l'infrastructure, soit on fait des économies d'échelle, soit on a une consolidation économique dans le monde privé qui est bien plus équilibrée que quand ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, l'infrastructure et l'initiative privée, elle est limitée. Elle est limitée parce que le pouvoir d'achat de ces grands opérateurs est limité aussi parce qu'ils se partagent des parts de gâteau qui ne sont pas si grosses que ça. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'État depuis 10-15 ans? Je ne fais pas de politique. Les départements, notre tissu de collectivité, les acteurs, c'est d'abord les maires, les EPCI, moi je l'ai vécu dans les années 2000, qui se sont rendus compte que le boulanger du coin, il n'allait plus pouvoir commander la farine, que pour l'attractivité du territoire, pour la valorisation des maisons et pour la vie de nos concitoyens, il y avait un vrai péril. Et c'est à ce moment-là que les constats de carence ont été faits, on est dans le début des années 2000, et c'est à cette époque-là que les premiers budgets publics ont été déployés pour aider les collectivités à compléter l'infrastructure numérique en France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez deux mondes qui grandissent en parallèle. Vous avez le monde privé qui fait ce qu'il peut, avec ses moyens et avec ses modèles. Et vous avez le monde public à côté, bienveillant. Et là, je parle de plusieurs milliards, de dizaines de milliards d'investissements sur les 5 dernières années. Ça s'appelle France Très Haut Débit, ça s'appelle France Numérique. Voilà, on a un pouvoir public qui fait le job et qui est venu compléter, et c'est presque fini, l'emprise globale des infrastructures en France. Et c'est bien parce qu'on a aujourd'hui une infrastructure globale qui est dense, qui est bien ramifiée, qu'on va pouvoir, ou qu'on peut devant vous aujourd'hui parler service. Voilà. Je tenais à rappeler ça puisque ça nous échappe souvent. Quand on n'est pas du milieu, il n'y a pas de raison de se poser des questions sur ces sujets-là, mais on a quand même une spécificité franco-française et je trouvais ça intéressant quand même de le partager avec vous. Effectivement, on a une spécificité française. Après, si on revient au concept je n'ai pas oublié que j'étais censé animer une table ronde sur la ville durable. Là encore, revenons 30 secondes sur l'autre historique. Tu as rappelé l'historique effectivement de l'aménagement des réseaux en France et en Europe, parce que c'est vrai que même si on a une spécificité française, ce sujet de l'équité du déploiement des réseaux est aussi un sujet largement porté par l'Union européenne depuis également une quinzaine d'années. Sur ce sujet de la ville durable et inclusive, là encore, on parlait de Smart City il y a 10 ou 15 ans, on est bien sur un concept qui doit, et en tout cas qui a vocation à agréger et interconnecter les réseaux. Là encore, les réseaux de communication et puis les réseaux d'infrastructures classiques de la ville et les interconnecter grâce au numérique, donc effectivement par les réseaux numériques, sachant que beaucoup de réseaux finalement d'infrastructures se trouvent vecteurs d'informations, de données. Quand on parle ne serait-ce que du réseau énergétique, quand on parle de capillarité du déploiement du numérique, qu'il soit haut ou bas débit, on pense aussi effectivement à la capillarité du réseau énergétique, à l'utilisation pourquoi pas du CPL pour diffuser de l'Internet au plus près des maisons. Donc il y a des tas de maillages possibles entre les réseaux. Mais il y a là encore tous les autres réseaux qui doivent tirer parti de cette infrastructure numérique pour apporter une offre servicielle nouvelle et différente. Parce que quelle est la vocation de la ville, là encore, durable, inclusive, agile, innovante, ouverte, quel que soit là encore le terme, la caractérisation de cette ville dite intelligente, c'est bien le fait d'interconnecter les réseaux pour derrière ça produire une offre de service de meilleure qualité, plus proche des citoyens et usagers. On pourra en revenir sur ces notions-là un peu plus tard si l'assistante le souhaite. Et pour finalement toucher à l'ensemble des politiques publiques locales. Et on va parler d'énergie, on va parler de mobilité, on va parler d'eau, d'assainissement, de protection de l'environnement, de bâtiments. Mais aussi d'éducation, de gouvernance. Et là encore, l'infrastructure vient en support de tout ça pour faire en sorte de mieux piloter ces réseaux. Et quels sont les sous-jacents? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, l'Union européenne a décidé d'investir massivement sur ce sujet-là? Pour initialement des sujets de durabilité, justement. Parce qu'il y a 10 ou 15 ans,
il était déjà identifié que la métropolisation était un phénomène mondial qui affectait évidemment toutes les grandes villes européennes, que la concentration de population dans ces gigavilles, dans ces métropoles, allait poser des problématiques d'infrastructure de ces réseaux traditionnels, et que cette concentration de population allait poser des problèmes de logement, d'utilisation, on va dire de retraitement de l'eau, de santé, de déplacement. Et c'est typiquement ce qu'on vit. Moi, comme vous l'avez peut-être compris, je suis bordelais. On est ici à Toulouse, où qu'on aille dans une grande métropole, on a de la congestion urbaine, on a des problèmes éventuellement de sécurité, on a des problèmes de qualité de réseau ou de qualité de logement. Et là encore, la ville durable, elle est là. En tout cas, sa vocation, son aspiration, c'est faire en sorte de bénéficier de ces réseaux, d'utiliser ces réseaux pour mieux les gérer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement orienter la population vers le bon moyen de transport et les moyens de transport alternatifs pour décongestionner la ville. C'est mieux piloter la consommation énergétique dans les bâtiments pour la réduire, apporter une meilleure qualité de vie aux habitants, mais aussi réduire l'impact écologique de la consommation énergétique, etc., etc., etc. Donc là encore, les réseaux sont là en support de cette transition et il faut bien penser effectivement la manière dont on va mieux les utiliser. Et c'est un des enjeux majeurs de cette ville durable. On reviendra sur le côté inclusif dans quelques minutes. Et alors, pour le coup, moi je connais peu finalement l'action de la métropole sur ce sujet-là. Elle se décline comment? Vous évoquiez l'état d'avancement des expérimentations. Important de dire également, c'est que 97, c'est la déréglementation des télécoms, comme elle a été précisée, et c'est quelque chose qu'on a pris de plein fouet parce qu'on n'était pas prêt à ça. Moi, je viens des grands travaux, hein, je suis absolument pas dans le métier, et il a fallu prendre ce dossier, et puis j'ai été volontaire il y a 97, et depuis, j'ai eu un parcours un peu atypique, hein, puisque je suis parti travailler dans le privé, dans le groupe Dreyfus, qui était l'ancêtre de SFR, pour vraiment apprendre ce métier, parce que c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas bien, et comprendre également comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est devenu, depuis qu'on est métropole, une compétence obligatoire. Et c'est vraiment le sujet, les compétences. Tisséo a la compétence transport, il y a plein de compétences qui sont côte à côte. Et la grande difficulté dans notre organisation, c'est de faire travailler tout le monde ensemble. Les intérêts sont croisés, on le voit. On est en train de travailler sur la 3e ligne du métro. Aujourd'hui, l'idée principale, c'est de transporter des gens. Hein, sauf que derrière, il y a énormément de choses qui y viennent. C'est des tunnels dont l'intérêt pour nous, c'est des autoroutes de technologiques, hein, très intéressantes. Il faut les surveiller, il faut les mesurer. On peut s'en servir comme support, etc. La grande difficulté qu'on a, c'est de faire travailler tout le monde ensemble. Là, je vois une liste de contrôle d'accès, de stationnement, tous les services chez nous sont identifiés. La grande difficulté, c'est qu'il faut que la technologie soit à la hauteur de leurs besoins. Et on n'est pas tout à fait prêt, mais on commence à le faire. À Toulouse, par exemple, sur l'éclairage, on est une des villes où on est le plus en avance sur le renouvellement, le passage en LED, sur les économies d'énergie. Économie des bâtiments, aujourd'hui, on a un service qui fonctionne très bien. La difficulté, c'est comment on va faire pour leur faire remonter les données. Ce que je disais tout à l'heure en préambule. Voilà, c'est plutôt un gros problème organisationnel que les compétences, on les a, l'air de rien. On a plein de petits jeunes qui ont envie de s'y mettre, qui apprennent sur le tas. Hein. Beaucoup, on n'a pas des grands spécialistes, hein, mais petit à petit, tous s'y mettent. La grande difficulté, c'est d'organiser tout ça. Et on est en train d'y arriver, puisque suite à l'expérimentation qu'on a lancée et qui a été portée par la région et par le FEDER, c'est de s'apercevoir qu'on s'était posé peut-être les bonnes questions. On verra les résultats. Il ne faut pas non plus préjuger qu'on avait raison sur tout. Je ne pense pas. Mais au moins, on aura trouvé les bonnes pistes, il me semble, pour arriver à donner après la possibilité de travailler et de donner les services dont vous venez de parler. Le transport, la fluidité, etc. Mais ça va être assez difficile au départ à l'organiser. Parce qu'on est dans plein de métiers, des technologies différentes. Et vous voyez, je parle de réseau toujours, hein, mais pour nous, c'est difficile parce que moi, je vois beaucoup de gens arriver, me dire moi, je sais faire ça, j'ai mon capteur qui fonctionne comme ça. Ouais, j'ai dit ouais, mais alors, qu'est-ce qu'on en fait? On a rencontré Nokia, là, on a fait un séminaire, hein,
qui s'intéressent à notre sujet. Hein. Donc c'est intéressant quand les plus gros constructeurs mondiaux s'intéressent à nous. Mais derrière, on n'est pas prêt encore à passer commande, par exemple, parce qu'il faut qu'on fasse vraiment une organisation et comprendre comment ça marche. Je me permets un commentaire. Je peux rebondir tout de suite sur les propos de Joé, parce qu'il y a des choses qu'il n'osera pas dire, parce qu'il est pétri quand même d'une certaine modestie. Et il faut quand même dire que Joé et d'autres, bien sûr, dans son équipe, sont quand même à l'origine d'une initiative à Toulouse, qui n'est pas récente, puisque le projet, l'infrastructure fibre optique que vous avez initié, l'IMT, qui est devenu The Fil, on est dans les années 2000, là. Oui, en 1999, le projet est parti. On a été la première ville de France à avoir une DSP, délégation de service public, qui a été donnée au privé. Et en 2011, on a fait une extension. Aujourd'hui, on a 1300 km de fibre. Hein. On a une densité qui est énorme hein, par rapport au territoire. Et en 2013, on en a repris la gestion. C'est-à-dire il a été créé une société publique locale, donc, ce qui est une bonne solution, à mon avis, parce que ça devient l'outil de la métropole. Donc c'est une société à capital partagée entre la métropole et la ville de Toulouse. Il faut au moins 2 actionnaires. Là, on est en train de réfléchir pour faire rentrer toutes les communes dans l'actionnariat, simplement pour que la SPL puisse travailler pour les communes. Parce que la ville de demain, c'est ça. Hein. Il y a le B2B côté entreprise, mais il y a surtout les usages internes, ce qu'on est en train de dire. Hein. On s'aperçoit que notre outil, il va devenir quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on va être agile. Si vous avez une DSP avec un privé face à vous, c'est ce qu'on a vu il y a quelques années, il se tient au contrat. Et changer une virgule dans un contrat, c'est impossible. Là, on peut utiliser nos fibres, on est en train de mutualiser tout. Ça veut dire qu'il n'y a plus de services, parce qu'il faut quand même voir une administration comme nous. Je le dis, mais avec gentillesse, hein. Moi je suis en fin de carrière, donc je suis très à l'aise avec ça. C'est que chacun voulait être petit roi dans son petit royaume. Donc chacun avait son petit bout de fibre, hein, chacun avait son petit truc, son activateur, parce qu'on parle de niveau 1, niveau 2, niveau 3. On est même en train avec les hôpitaux à essayer de travailler sur du niveau 2. Niveau 2, c'est pour la maintenance. Mais pour vous donner un chiffre, la maintenance qui surveille notre réseau, ça nous coûte 500 000 € par an. Et pareil pour les hôpitaux. Pareil. Donc si on mutualise, ça ne veut pas dire qu'on va diminuer tout par 2, par 10, mais on va arriver déjà à mieux travailler les uns avec les autres, puisqu'on est sur le même réseau, hein, souvent. Et également pouvoir mutualiser les cœurs de réseau. On parle aussi de data center, etc. Donc tout ça, c'est quand même pour moi, d'être propriétaire de nos réseaux, c'est quand même vital. Et je terminerai sur un sujet, c'est qu'on a des revenus. Puisqu'aujourd'hui, on est propriétaire de nos infrastructures, ça nous rapporte plusieurs millions d'euros par an, il faut quand même le dire. Donc on a une facilité d'investissement et avec des ROI qui font pâlir le privé souvent, puisqu'on a notre SPL qui est à peu près à 30 à 35% de bénéfices. Hein, dans le privé, ça n'arrive pas. Ça veut dire que c'était au porteur. Privatiser les autoroutes de l'information à Toulouse? Non, on ne les a pas privatisées, elles étaient déjà à nous, on les avait financées. L'État a fait la même chose. Mais je veux rebondir là-dessus parce que c'est important et on ira très vite sur les services, c'est ce qui vous intéresse, mais pour bien comprendre comment ce monde va évoluer demain, et on n'en maîtrise pas tout de l'avenir, vous l'avez compris, on est au début du concept du Smart City, Smart Territoire. D'ailleurs, ça ne veut pas dire grand-chose en soi, d'ailleurs c'est un acronyme anglais, on est bien content parce qu'on peut mettre ce qu'on veut derrière, mais voilà, on n'est qu'au début de cette histoire-là, c'est une démarche qui va prendre du temps, et le numérique, on n'est qu'au début de ce que ça va nous apporter demain, et on ne peut pas savoir exactement tout ce que ça permettra de générer en termes de services, etc. Un point très important, puisqu'on en est à l'origine de ces sujets. Donc vous avez compris que Toulouse était une métropole, et vous soyez fiers d'en être le citoyen, si c'est le cas, qui a pris les devants et qui a pris en main sa politique numérique très tôt dans son histoire. Ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose que vous pouvez noter, c'est que les projets Smart City, Smart Territoire qui ont existé, il y en a eu 2 connus, comme par hasard, c'est ceux qui sont les plus connus, c'est Dijon et Angers. Voilà, et je ne veux pas faire de publicité pour eux parce que c'est ce que j'appelle des projets Big Brother. C'est-à-dire c'est des projets où Orange, Bouygues ou d'autres Main Street, gros opérateurs, sont venus poser leurs valises. On dit chut, on est là, on vous fait un projet Smart City, Smart Territoire. Et ils ont sorti certainement une grosse machine complexe de l'étagère. Ils l'ont posée au milieu de la ville et ils ont dit ça y est, on fait du Smart City ensemble. Ils ont été bons, et ils ont communiqué. J'exagère un petit peu, mais c'est pour... Oui, j'exagère même beaucoup, mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve ça ambitieux et courageux pour un projet Smart City
d'aller chercher des acteurs de proximité et d'agréger soi-même sa chaîne de valeur qui façonnera le projet qu'on veut faire demain. Je trouve que c'est une alternative extrêmement importante et évidemment je la soutiens. C'est pour ça que j'ai été un petit peu dur dans mon propos, mais je n'ai rien contre les grands opérateurs, on n'existerait pas s'ils n'étaient pas là. Donc c'est clair, hein. Dans cet écosystème, il y a de la place pour tout le monde, les petits comme les gros, et on est bien content de vivre nichés à leur côté. En attendant, je suis pour que les smart cities, les programmes de smart cities locaux permettent de tirer vers le haut l'économie locale, et notamment les entreprises innovantes, les acteurs innovants du territoire de proximité. C'est exactement ce qu'a fait la ville de Toulouse, et je tiens quand même à le saluer. Et Joël Di Marco en est un des artisans. C'est quelque chose de très important, avant de parler de la suite, de savoir qu'au-delà de l'infrastructure hybride, et sans infrastructure hybride, on fait rien, je crois que c'est clair, il n'y a pas de sujet là-dessus. Avoir été chercher des acteurs locaux n'est pas une facilité et je pense qu'au final, on en aura les bénéfices. Je suis obligé de corriger le propos parce que le crème de Dijon est effectivement un crème, donc c'est un contrat qui a été passé par la métropole de Dijon avec un consortium d'opérateurs, au même titre que ça existe dans d'autres territoires, qui est un consortium qui est non pas basé sur l'infrastructure haut débit qu'on vient d'évoquer, mais en l'occurrence sur l'infrastructure énergétique. On parle d'éclairage public, donc ça n'a strictement rien à voir. Et en l'occurrence, ce serait intéressant de regarder quel est le contrat énergétique de Toulouse Métropole. Je ne le connais pas, mais il ne faut pas oublier que Toulouse Métropole a aussi des contrats de DSP, ne serait-ce que sur l'eau et l'assainissement. Donc il n'y a pas une très très grosse différence. Il y a eu beaucoup de marketing effectivement autour du crème de Dijon et du territoire connecté d'Angers. Ce sont des contrats de service public, ce ne sont pas des délégations de service public, à la différence d'autres contrats. Et donc il n'y a pas de perte de la maîtrise de la puissance publique, et encore moins sur le sujet de l'infrastructure réseau qu'on vient d'évoquer, parce qu'en l'occurrence, ces deux contrats ne portent pas là-dessus. Donc cela étant dit, effectivement, je partage totalement le propos sur le fait que la puissance publique a plutôt vocation à garder la maîtrise de ces infrastructures et que c'est plutôt une très bonne chose. C'est le cas dans la majorité des grandes métropoles. Il y a assez peu de collectivités qui sont dans un modèle de laisser les clés. En l'occurrence, il y a beaucoup de modèles en France de délégation de services publics ou de régie. Et là encore, comme le disait Joé, la métropole, sur ces sujets-là, elle a commencé par une DSP avant de reprendre la maîtrise, donc c'est possible aussi. Et par contre, ce qui est important, c'est effectivement de se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Excuse-moi Fabien, Joé parlait de la concertation. Et c'est quand même un élément fondamental. Vous allez dire c'est la base, il enfonce des portes ouvertes, mais faire concerter les services de la ville et finalement se dire et faire un plan d'action priorisé pour savoir quels sont les services dont on a réellement besoin, quels sont ceux qu'il faut flécher, quels sont ceux dont on peut encore se passer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qu'il faut évidemment mettre dans le tuyau du développement. C'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que, parce qu'on parle, et ça fait une bonne demi-heure déjà, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, une première. Lancez-vous. Excellente question. Excellente question. Alors c'est bien parce que j'ai plein de slides sur la sécurité a posteriori, mais c'est une excellente question. Alors évidemment, on est à nouveau à côté du sujet de la ville durable, mais c'est pas très grave. Sur le sujet, on parle beaucoup aujourd'hui de smart and safe city. Donc en fait, peut-être que je laisserai la parole à mes deux confrères sur les sujets de sécurité des réseaux juste après, mais déjà rien que sur le concept de sécurité. La sécurité, c'est un terme qui veut dire plein de choses et qui peut couvrir plein de choses. La première chose qui me paraît importante à préciser, c'est que un certain nombre de collectivités ont utilisé les projets de ville intelligente pour adresser des problématiques de sécurité. Parce que la première sécurité pour une ville, c'est s'assurer, alors on parle maintenant de résilience des territoires. Mais prenez des cas comme on a pu le vivre, comme ça a pu être vécu en Allemagne ou en Belgique avec des inondations monstres. Ça a été le cas aussi il y a à peine 1 an à Nice, où il y a eu sur la métropole de Nice énormément d'intempéries. Les premiers sujets de sécurité dans l'espace public sous la responsabilité de la puissance publique, c'est la résilience de ces réseaux, c'est-à-dire là encore prévenir les inondations, prévenir les crises
divers et variés. On pourra reparler d'ailleurs de crise sanitaire et comment les technologies de ville intelligente ont pu contribuer à amortir une partie de la crise sanitaire dans laquelle on vit maintenant depuis près de 2 ans. Mais effectivement, là encore, ces technologies, et qu'on met sous l'emblème de Safe City, contribuent, ou en tout cas tentent de contribuer à anticiper les événements climatiques et donc à protéger la population, les infrastructures, les institutions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la Safe City au sens sécuritaire. Alors, de manière positive ou négative. Mais évidemment, un des sujets qui est monté en puissance, et j'ai entendu le terme de Big Brother il y a quelques minutes, c'est en quoi est-ce que les technologies sont protectrice ou privative de liberté. On pourrait débattre d'ailleurs du projet de Quayside à Toronto qui était piloté par Google. Mais un des sujets, effectivement, en tout cas une des aspirations d'un certain nombre de projets, c'est se dire on a beaucoup d'images de la vidéoprotection, on a beaucoup de technologies. Comment est-ce qu'on va faire pour utiliser ces technologies pour limiter les risques dans l'espace public et éventuellement des problématiques d'attaque bien connues. Je ne vais pas revenir sur ce sujet-là. Avec l'inquiétude que ça peut porter sur le contrôle et les libertés individuelles. Il y a tout un ensemble de débats portés notamment par une association qui s'appelle la Quadrature du Net là-dessus, sur comment est-ce qu'on protège les libertés individuelles dans une société totalement digitalisée. Et puis, le troisième sujet qui est peut-être votre question en creux, c'est le sujet de est-ce que les technologies de la ville intelligente sont hackables ? Est-ce qu'effectivement, on ne crée pas de nouveaux risques en déployant des capteurs, des réseaux, de l'infrastructure ? Oui, effectivement, on crée de nouveaux risques. Alors, des tas d'acteurs se positionnent là-dessus pour essayer de les limiter. Mais bien évidemment, plus on met de technologie, plus on met de capteurs, plus on met potentiellement de points d'entrée qui permettent de prendre un bout de contrôle de manière de plus en plus importante sur le territoire. Et on a vu la multiplication des cyberattaques au cours des 2 dernières années. Et plus on ouvre de nouveaux risques. Donc là encore, si je devais faire une première réponse très limitée à votre question, d'un côté, la ville intelligente, durable, inclusive, elle a vocation à réduire certains risques et à protéger plus, mais de manière contre-intuitive, elle en crée de nouveaux et auxquels il faut apporter également des réponses. Je voulais peut-être sur le sujet de la protection des réseaux dont vous détenez la propriété. Ouais, on pourrait en parler des heures. Aujourd'hui, justement, dans la structure, il y a plusieurs niveaux. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est la cible de beaucoup d'attaques. Et moi, je ne parle pas informatique, physique carrément. Vous avez vu dernièrement, c'est la semaine dernière, je crois, il y a une antenne 5G qui a été brûlée encore à Toulouse, au 7 Deniers, je crois, comme ça. On a vécu, nous, des attaques physiques sur nos réseaux, c'est-à-dire on nous a coupé les câbles, on nous a mis le feu sur les câbles. C'est arrivé régulièrement, alors, une fois par accident, plusieurs fois par malveillance. Ça, c'est une question. Aujourd'hui, on se pose de plus en plus, nous, la problématique, puisqu'il y a une étude qui est lancée à Toulouse sur les inondations, justement, et la sécurisation des réseaux numériques. Parce qu'il faut savoir que bientôt, tout va marcher comme ça. Donc, si ça tombe, il n'y a plus rien qui marche. Donc, c'est quand même un problème. On a besoin d'énergie, alors qu'avant, on n'était pas obligé d'en avoir. Donc, on est lié toujours à de l'électricité et ça pose des problèmes. Donc, on sécurise de plus en plus et on multiplie nos cœurs de réseau pour pouvoir basculer les uns sur les autres. On a eu des grosses pannes où d'ailleurs entre opérateurs, il y a une solidarité qui se fait immédiatement puisqu'il y a eu des liens qui ont été basculés sur les opérateurs et nos confrères. Parce que même si Alsatis est client aussi de notre DSP, quand on est en galère, on est tous amis là, à ce moment-là, il faut que ça marche. Après, on a travaillé sur plein de sujets qui nous posent évidemment des problèmes. Il faut savoir que la vidéoprotection est très encadrée. Même la vidéosurveillance des rues, ce qui est lié à la circulation maintenant, est encadrée. Avant, on pouvait regarder les images, maintenant, on n'a plus le droit. C'est-à-dire qu'il faut être assermenté pour pouvoir être derrière les écrans. Il y a ces problématiques-là. Et maintenant, on travaille sur l'intelligence artificielle, sur les images. Pourquoi ? Parce que, je vais prendre un exemple, on a la piste des Géants, ça vous parle. On va avoir un musée à ciel ouvert qui va être ouvert sur la piste des Pionniers, Saint-Exupéry. Et là, on essaie d'améliorer la sécurité. Donc, on a vu les attentats de Nice, etc. On est allé installer des bornes infranchissables par des camions. Alors, il nous faut des tarifs jaunes pour les monter, les bornes. Déjà, c'est un problème. Et derrière, elles sont télécommandées et être capable d'immédiatement réagir. Et on travaille sur aussi les images de vidéoprotection qui sont là. Et on essaie alors ça, c'est dans l'expérimentation, avec un opérateur local qui s'appelle Glens, de travailler sur l'image.
Mais l'image, elle n'est jamais regardée. Elle est traitée simplement et détruite immédiatement, puisqu'on n'a pas le droit de la regarder, hein, si on n'est pas... pour avoir une action. Et une action, c'est une action d'alerte. Hein, et après, voir qu'est-ce qui en est donné. Donc c'est vrai qu'en termes de sécurité, c'est un gros challenge. Donc il y a la sécurité pour que le réseau continue simplement à fonctionner. Et après, tous ces... alors j'avais écouté un truc qui était assez marrant. C'est que les Américains disaient qu'ils avaient Google et Amazon. Nous, on a la CNIL et le RGPD. Voilà. Moi, je suis arrivé à des réunions où je sentais qu'on ne ferait rien. Parce que tous les gens qui étaient autour de la table étaient là en train de nous expliquer que ça, on n'avait pas le droit de le faire. Alors que moi, je préfère avoir des juristes qui nous disent, oui, d'accord, il y a des risques, mais qui nous aident à pouvoir trouver une solution. Parce que quand même, le besoin, on l'a. Donc voilà, je m'amuse souvent avec ça, mais c'est une réalité, c'est assez difficile aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de gens qui arrivent à nous expliquer que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et moi, j'aimerais bien qu'on nous aide vraiment, parce que les besoins, on les a. Et il faut vraiment améliorer tous ces services. Si on veut fluidifier la circulation, qu'on veut faire plein de choses sur le déplacement, etc., il faudra bien à un moment donné que toutes ces données se croisent et pas qu'on nous dise « mais là, tu n'as pas le droit de faire ou de faire comme ça ». Et qu'on nous aide à nous expliquer comment on peut faire. Ça sera mieux. Il faudra que je vous présente un ami, vice-président de la CNIL, qui vous dira pourquoi la CNIL, c'est mieux que Google. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et Joël, dans ce que tu dis, si je peux me permettre, Fabien, dans ce que tu dis, on voit bien qu'il y aura des choses à inventer, à faire évoluer au niveau de la réglementation. On est dans un monde qui bouge, donc il va falloir légiférer là-dessus. Tu as tout à fait raison pour permettre de rester intelligent dans nos pratiques. Je vais dire une grande banalité, mais que vous pouvez tous ressortir dans des dîners, bien sûr, puisque c'est quand même très vrai. C'est qu'on était dans le siècle des réseaux au XXe siècle. On est inéluctablement dans le siècle de la donnée, dans le XXIe. Évidemment, on a des réseaux. Maintenant qu'on a des réseaux et très haut débit de surcroît, on va avoir une prolifération de la donnée totalement stérile, de la donnée consommable et de la donnée évidemment souveraine, de la donnée sensible. Donc on a une vraie problématique liée à la cybersécurité, et la cybersécurité est une composante majeure de la réussite des projets Smart City, Smart Territoire de demain. C'est une évidence. Et votre question, monsieur, est excellente. Moi, je suis incapable d'y répondre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la thématique de la sécurité de manière générale est une des principales visées dans le cadre des concertations. Moi, de toutes les réunions Smart City, territoire intelligent auxquelles j'ai pu contribuer, il y a 3 thématiques qui ressortent. La sécurité au sens large, et Fabien en a très bien parlé, c'est tant les personnes que les biens que les infrastructures. Et on voit bien qu'on a de plus en plus d'inondations, on a de plus en plus de galères parce qu'on est en train de bousiller le monde dans lequel on vit, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais même s'il est passionnant. Et par ailleurs, donc ça c'est sécurité au sens large, et il y a beaucoup à faire et dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'on va prioriser, c'est pas évident. Et il y en a 2 autres, c'est bien sûr l'environnement. Au XXIe siècle, si on n'a pas compris qu'il fallait qu'on sauve notre planète, allô quoi. Hein. Donc l'environnement est majeur, et on parlera, j'espère, tout à l'heure d'un concept qui nous tient tous très à cœur et qui est en plus très beau, c'est la sobriété numérique. Parce qu'on peut faire du numérique en se faisant du bien, on peut faire du numérique en consommant moins, on peut faire du numérique en ayant des comportements adaptés à nos milieux. Le numérique n'est pas là toujours pour nous faire consommer plus, n'est pas là pour nous rendre toujours plus égoïstes. C'est ce qui fait peur aussi, c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens, le concept de la smart. Hein. On n'a pas envie de devenir des robots, d'être fléchés, d'être tracés, etc. Il y a énormément de légendes urbaines, mais il y a aussi des craintes qui sont légitimes. On y reviendra certainement sur la dernière partie. Et le dernier, c'est l'attractivité du territoire, ne l'oublions pas. Si on fait tout ça aussi, c'est pour le bon vivre ensemble. C'est pour que la connectivité soit plus facile, c'est pour qu'on puisse appréhender quand on sort de chez soi le meilleur chemin pour aller à tel endroit, c'est pour qu'on puisse avoir de l'information utile, c'est pour qu'on puisse avoir du confort de vie, de la bienveillance partagée. Et ça, faut pas l'oublier, mais c'est ce qui, j'espère, transpirera le plus rapidement des services qu'on mettra en place dans la ville. Et c'est le boulot de Joé aujourd'hui, c'est rendre les services visibles pour les citoyens, au-delà des économies d'échelle que ça permet de faire à l'administration. On en parlera aussi, j'espère. Ça s'appelle le développement durable, ça s'appelle les économies, ça s'appelle avoir des budgets raisonnables et raisonnés. Hein. On paye tous des impôts, on voit bien que c'est plutôt plus que moins. Donc on n'a pas envie que le numérique continue de justifier des augmentations d'impôts. Donc tout ça, c'est un équilibre. Et le numérique doit trouver sa place dans un monde plus équilibré où on continue d'être un peu plus humain. Et comme tu disais très bien, Fabien, tout à l'heure, le Covid n'a fait que précipiter des comportements humains 21e siècle que de toute façon on appréhendait et qu'on allait de toute façon avoir. Le télétravail, la numérisation massive, ça nous pendait les bras, et le Covid n'a fait que précipiter ces comportements-là.
C'est ce qu'il faut se dire. Ça nous a brutalisé un petit peu dans nos comportements, mais ça va nous aider à nous mettre à la page et ça va précipiter les réflexions sur les smarts et certainement nous aider à faire du bon boulot. Alors du coup, la transition Covid, crise sanitaire est parfaite. On a vachement répété en fait, on fait croire. Mais en termes d'usage des réseaux, de volume des réseaux, est-ce que ça s'est senti sur les 2 dernières années, cette crise sanitaire? C'est-à-dire, comment est-ce que finalement l'infrastructure de Toulouse Métropole a répondu à ces nouveaux besoins obligés, finalement contraints? Alors moi, je parlerai surtout sur le B2B, puisque c'est vraiment le plus visible. Oui, le B2B, c'est le très haut débit vers les entreprises, puisque dès que la crise sanitaire, comme M. Macron a dit, il fallait s'enfermer, nous, notre SPL a été assailli, puisque énormément d'entreprises nous ont demandé d'augmenter les débits, puisqu'ils allaient sentir, notamment Airbus. Il faut savoir que nos clients, c'est les grands comptes principalement. On a Airbus, on travaille pour les opérateurs, donc on est opérateur d'opérateurs, on n'est jamais en direct. Sauf que en 48 heures, on a été capable, par grande chance, de créer des liens, puisqu'il y avait des sites qui n'étaient pas encore alimentés, puisque la crise est tombée d'un coup, quand même. Et on a fait quelque chose qui me semble être intelligent à ce moment-là, c'est qu'on a proposé à toutes les entreprises qui étaient en manque de débit de les upgrader, de leur augmenter le débit, mais à titre gratuit pour les aider. Ça a été validé par le président. Et ça n'a pas coûté excessivement cher, mais il fallait surtout en plus aider les entreprises en ce moment-là. Tout le monde l'a vécu, donc c'est assez facile. Beaucoup moins consommé aussi dans le même temps. Il y en a qui se sont carrément éteints et on a continué à travailler parce que nous on ne s'est jamais arrêté. Heureusement, il fallait qu'on soit là et on a surveillé les liens puisqu'on a un NOC et on le gère nous-mêmes. Et on avertissait les entreprises qui commençaient à saturer. Et donc on les upgradait régulièrement. Et le réseau a tenu. Pourquoi ? Parce que le réseau a été conçu... c'est moi qui l'ai construit à l'époque, mais bon, ce n'était pas ça le sujet, mais est très costaud. On n'a jamais eu de panne. Il a tenu. Et il faut quand même rendre hommage à tous les opérateurs, pas que nous, même Orange, etc., parce que les réseaux en France ont tenu. Et il faut quand même le dire. Orange est client chez nous, donc moi j'ai aucun souci avec eux, ni SFR, etc. Tout le monde a été compétitif sur ces problèmes-là. Et derrière, on s'est aperçu, donc, quand la crise a un peu baissé, que le télétravail a perduré. Mais beaucoup d'entreprises, après, soit sont revenus à leur débit initial, parce que ça suffisait, soit ils ont quand même gardé. Et quelque part, alors, ce qui a été très drôle, alors on parle business, c'est que le fait d'avoir fait gratuit pendant un moment nous a amené du chiffre d'affaires supplémentaire après, donc on s'est largement remboursé le petit cadeau, le geste commercial qui avait été fait, mais ce n'était pas l'objet. L'objet, on n'est pas là, nous, on est quand même service public avant tout dans l'esprit. Mais ce qui est important aujourd'hui de constater, c'est que la conception d'un réseau, c'est hyper important. Puisqu'on me donne la parole sur ça, je vais faire un petit parallèle à le FTTH, Fiber to the Home. Moi, je suis très inquiet par ce réseau, parce que pour moi, il est très faible, de par la conception de ce qui se passe en ce moment. Il est déployé de manière massive, vous le voyez, et si vous regardez les statistiques, il est très fiable. Le réseau du département des départements de la France entière. Donc des réseaux des opérateurs privés aussi. Opérateurs privés. Moi, je suis inquiet. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des problèmes sur ces réseaux-là. Des problèmes de latence, c'est la réactivité du réseau par rapport aux besoins des entreprises. Beaucoup d'entreprises pensent qu'avec un réseau, un abonnement pro FTTH, ils vont tenir, c'est pas obligatoire. Il vaut mieux des fois avoir un abonnement pro de moindre débit, mais avec une latence meilleure qu'un réseau FTTH qui vous promet peut-être 200 mégas, mais qui marche différemment. Et je pense que le marché tournera. Tout le monde n'est pas de mon avis, mais de plus en plus, on ira vers des abonnements pro. Un abonnement pro, c'est à peu près 200 € minimum par mois, pour un 4 ou un 8 mégas. Donc, vous allez vous dire, c'est pas beaucoup. Sauf que c'est symétrique et ça marche de feu de Dieu, comme on dira. Et pour terminer, notre SPL aujourd'hui est une DSP, ça reste une DSP malgré tout, une des plus fiables de France, puisqu'on est à un taux de 99,998% de fiabilité, c'est-à-dire qu'on a contractuellement droit à 4 heures de coupure par an. On est à peu près en moyenne à 2 heures. Les coupures, c'est quoi ? C'est un incident, un actif qui tombe en panne, etc. Et ça, c'est hyper important dans le futur, dans les réseaux à venir, c'est que s'il n'y a pas une sécurisation du réseau,
ça va être difficile après de travailler pour faire, parce que je regardais à peu près, on est en train de faire à peu près tout ce qui est affiché ici, et grâce à la fiabilité, à la sécurité de notre réseau. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions dans la salle? Oui. On a bien remarqué, donc, je suis tout à fait d'accord, qu'il y a une très forte dépendance de la Smart City par rapport aux infrastructures réseau, en particulier justement fibre B2B ou fibre noire et au FTTH. Et par rapport à votre inquiétude par rapport au FTTH, surtout métropole, et ma question est, est-ce que la métropole, Toulouse Métropole, s'est déjà saisie du dossier de cette problématique? On ne peut pas, juridiquement, parce qu'il faudrait démontrer une carence des opérateurs. Et comme les opérateurs, Toulouse est une zone très dense, d'obligation pour les opérateurs de déployer. Et ils se sont, SFR et Orange, déclaré investissement sur les 36 autres communes, dont on est spectateur. On surveille le déploiement, on les accompagne, on les aide. On a monté un groupe de travail technique pour les permissions de voirie, les armoires, parce qu'il faut énormément d'armoires pour les points de mutualisation. On les accompagne. On ne va pas se plaindre à Toulouse. La région toulousaine, en France, on est une des régions les plus en avance côté opérateur. Donc nous, on n'y est pour rien. Puisqu'on arrive à peu près hors Toulouse à 80 à 90% en fonction des communes de déploiement. Donc en 2022, ils auront à peu près fini. On n'arrivera pas au 100% parce qu'il y a toujours des problèmes techniques. L'aérien, les fourreaux bouchés, et puis quelqu'un qui habite à 4 km du point de collecte. Et dans Toulouse, on est à peu près entre 80 et 85%. C'est un peu opaque. On a du mal. Parce que vous avez deux opérateurs qui déploient réellement, c'est SFR et Orange. Enfin, surtout Orange. Faut rendre à César les choses. SFR s'appuie beaucoup sur Toulouse, sur l'ancien réseau numéricable, qui n'est pas réellement de la fibre optique, c'est du coaxial, souvent. Et Bouygues commence un petit peu à déployer. Et Free, lui, c'est un peu le coucou de tous. Il se sert toujours des autres. Ça marche très bien, et il fait ce qu'il faut. Mais lui, il a fait le choix de s'appuyer sur un réseau existant, qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Ça ne sert à rien de déployer 4 réseaux en parallèle sur une commune. C'est de l'argent dépensé et à la fin, c'est le client final qui va payer. Donc aujourd'hui, on est spectateur sur ce sujet. Une autre question? Avant que la question vienne, excusez-moi, il y avait une question ? C'était pour vous dire que ça a beaucoup polémiqué en France il y a 5-6 ans, quand on s'est rendu compte qu'à cause de notre réseau DSL, qui fait encore pas mal le boulot, on avait pris beaucoup de retard sur le déploiement de la fibre optique en France. Et on se retrouvait derrière la Roumanie ou d'autres pays d'Europe qui n'ont quand même pas les mêmes économies, la même puissance financière que nous. Et ce retard a été rattrapé très rapidement. Ce retard a été rattrapé très rapidement et aujourd'hui, on a plus de 80% du territoire français qui est couvert par la fibre optique. Ce qui ne veut pas dire qu'on a 80% des foyers connectés, puisque le dernier miles, comme on le dit souvent, le dernier kilomètre, les derniers mètres, sont de temps en temps malheureusement les plus difficiles à réaliser. Qu'on soit dans le milieu rural, parce qu'il y a une tranchée à faire sur 50 mètres, ou qu'on soit dans le milieu urbain avec une complexité pour amener la fibre jusqu'à votre box, jusqu'à votre salon. Donc c'est ce qui crée la différence entre la couverture et la connectivité. Mais on est très bien classé en France, je tenais quand même à le signaler. On s'en est réjoui avec le ministre, le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, lors du dernier congrès à Lille. Alors, vu l'heure qui avance, à moins qu'il y ait une question dans la salle, ce que je vous propose, c'est éventuellement d'évoquer rapidement. Allez-y. Merci beaucoup d'abord pour l'intervention et la richesse de débat. Moi, ma question est la suivante. Elle concerne l'intelligence artificielle parce qu'actuellement, la technologie a bien évolué et on rencontre toujours des problèmes d'incendie, des problèmes au niveau de la sécurité, surtout des biens. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment dans la région Occitanie des entreprises, des startups qui innovent dans la technologie et qu'on peut, par exemple, leur donner une chance pour proposer qu'est-ce qu'elles peuvent faire, par exemple? Intelligence artificielle ? Sécurité. Alors, intelligence artificielle et sécurité, pour le coup, alors il y a beaucoup d'initiatives en Occitanie autour de l'intelligence artificielle, en l'occurrence, et autour de la sécurité. D'abord, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de nombreux clusters d'entreprises autour de ces thématiques. Il y a Airbus, évidemment, qui a des filiales autour notamment de la sécurité et de la cybersécurité qui investit massivement sur ces sujets-là. Et vous avez un écosystème d'acteurs dont la métropole est membre, qui
s'appelle Occitanie Data. C'est une initiative qui est montée en puissance. D'ailleurs, il y aura des interventions du délégué général d'Occitanie Data au cours de la mêlée numérique. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Donc c'est un écosystème d'acteurs autour de la donnée et de l'intelligence artificielle, donc qui a émergé. J'ai eu le plaisir d'animer les premiers travaux il y a maintenant 2 ans et demi autour de cette, on va dire, ces besoins des différents acteurs, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de la puissance publique et des puissances privées, donc avec des entreprises, des startups, des grands groupes. Donc dans les membres fondateurs, on va retrouver la région Occitanie, on va trouver le CNES, on va retrouver la Banque des Territoires, la métropole de Toulouse, le CNRS et bien d'autres, mais aussi Airbus, Aerospace Valley, Orange et quelques autres. Et donc cet écosystème-là, qui doit maintenant représenter près de 150 ou 200 acteurs, publics et privés, a vocation à développer des modèles autour de l'intelligence artificielle éthique. Donc avec tout un travail sur le volet de l'éthique de la donnée et de l'éthique des traitements. Comment est-ce qu'on conçoit des algorithmes protecteurs des individus et protecteurs aussi des infrastructures. Donc le lien avec la sécurité que vous évoquiez peut se faire là. Après, sur le sujet de IA et cybersécurité, il y a beaucoup d'initiatives, que ce soit en région Occitanie ou ailleurs. Il y a même des appels à projets. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un appel à projet, plutôt un plan de relance qui s'appelle France Relance, dans lequel il y a tout un volet numérique assez marqué. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés sur ces thématiques-là. Donc oui, il y a des initiatives, il y a des startups dans l'écosystème, et je pense qu'il doit même y en avoir dans l'écosystème de la mêlée. Et je ne doute pas que si vous fouillez un peu dans les intervenants des 3 ou 4 jours de la mêlée numérique, vous allez trouver à la fois des spécialistes de la data, de l'IA et de la cybersécurité. En tout cas, si vous ne les trouvez pas, je pense qu'il faut que vous vous adressiez à Olivier Auradou, qui intervient, je crois, demain, qui est le délégué général d'Occitanie Data et qui, à mon avis, pourra vous aiguiller vers les bons acteurs sans difficulté. Et peut-être, alors un mot de conclusion, on va faire un rapide tour de conclusion. Moi, je voudrais juste évoquer le terme de l'inclusion. Parce qu'en fait, on avait une thématique ville durable et inclusible. On a beaucoup parlé d'infrastructure, un tout petit peu de durabilité, très très peu d'inclusion. En 30 secondes, alors l'inclusion numérique, on pourrait y passer 3 jours. Donc évidemment, on ne va pas disserter sur la thématique en 30 secondes. Mais si je fais le lien avec le dernier propos sur la crise sanitaire, la crise sanitaire, elle a révélé effectivement la nécessité d'infrastructures robustes. Et pour le coup, on est plutôt bien doté. Elle a démontré la nécessité d'outils. Et pour le coup, il y en a. Et on peut avoir ce débat sur CNIL versus Google, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui les outils qui permettent de créer cette proximité dans la crise sanitaire, que ce soit côté entreprise ou côté particulier, sont en général plutôt des outils développés dans d'autres plaques continentales que l'Europe. Et puis il y a ce sujet de l'inclusion, c'est-à-dire que la crise sanitaire, elle a montré à quel point il y avait des fractures. Et d'ailleurs, les études sont intéressantes au sein des entreprises et au sein des collectivités locales, parce qu'il y en a eu un certain nombre. C'est-à-dire que c'est pas que dans le monde privé. C'est-à-dire que c'est pas que les gens dont on pense qui sont effectivement en rupture sociale, qui ont des difficultés avec d'inclusion ou au travers du numérique. Quand on fait des études dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de la sphère publique, le taux de salariés, d'agents qui sont déconnectés ou qui sont en grande difficulté dans l'usage du numérique aujourd'hui, et donc dans l'utilisation au final de leur outil de travail pour fonctionner, est très important. Et donc un des enjeux majeurs qui est déjà adressé par la puissance publique, on a parlé de l'État bienveillant à plusieurs reprises aujourd'hui, mais un des gros enjeux pour la puissance publique, l'Europe, la France, les collectivités locales, c'est aussi accompagner l'ensemble de la population, travailleurs et non travailleurs, dans une meilleure appropriation d'une vie quotidienne digitalisée. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on ait Big Brother partout et que tout le monde soit contraint d'utiliser le digital. Je ne vous parlerai pas de ma mère, mais c'est un cas particulier. Néanmoins, il y a quand même vraiment ce sujet de se dire, à un moment donné, quand on a des grands programmes d'administration, il y a un programme étatique qui porte sur 250 procédures dématérialisées de l'État. C'était le plan Action publique 2022. 2022, c'est demain.
Évidemment, beaucoup de procédures sont maintenant accessibles en ligne et c'est un plus, mais ça a pu s'accompagner de temps en temps de ruptures de contact physique. Et il faut aussi s'assurer de faire en sorte que tout un chacun puisse utiliser au mieux dans l'entreprise, dans la collectivité et dans la cité ces outils pour continuer à vivre ensemble, et c'est un élément fondamental. Est-ce que vous voulez ajouter un complément ? Quelques mots de fin, bien sûr. Déjà, merci de nous avoir écoutés et merci pour vos questions et vos interactions. Ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ce monde-là. Il ne faut pas avoir peur du concept du Smart City, Smart Territoire. Et que le fait qu'il y ait des initiatives publiques et qu'aujourd'hui le monde privé ne puisse pas répondre à toutes ces attentes, c'est aussi une bonne chose. Ça veut dire de la souveraineté et du contrôle et de la maîtrise dans les programmes, dans les projets numériques de demain, pour le bénéfice du citoyen et des administrations, qui sont somme toute qu'une représentation de la citoyenneté. Donc, enfournons-nous dans ce monde-là. On n'a pas tellement le choix de toute façon. C'est le monde du numérique, c'est le monde auquel on appartient. On aurait tort de résister, ce serait stérile. Mais effectivement, faisons-le au travers des programmes qui font l'équilibre entre les bénéfices des futurs services, mais la protection aussi des données citoyennes, la sécurité dont on a tous besoin, mais sans outrance non plus. Donc c'est ça, c'est trouver toujours le juste équilibre dans ces projets, le bon consensus entre le numérique et l'avenir, et aussi protéger nos libertés fondamentales. Et c'est important, et en France, on y est aussi très attaché. Donc moi, je suis tout simplement ravi de vivre à Toulouse, parce que je ne crois pas que dans toutes les métropoles de France aujourd'hui, il y a un aussi beau projet qui soit porté par la métropole. Nous, on a la chance d'avoir la confiance de la ville pour le démarrage de ce projet. J'espère, et je lui souhaite longue vie, et j'espère que Alsatis pourra y contribuer, bien sûr, dans les 10-15 ans qui viennent. On est fait pour ça, on est né pour ça, et aujourd'hui, l'accompagnement au prescripteur public est fondamental. Non, mais je suis il y a ravi, plein de belles initiatives d'autres grandes métropoles. Je suis passionné de mon métier, j'ai une équipe formidable et c'est chouette d'avoir des clients qui se posent des bonnes questions et qui sont dans une aventure numérique de qualité. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir supportés pendant cette heure, et au plaisir de poursuivre les échanges avec vous en physique ou via les réseaux sociaux dans les prochaines heures. Merci à tous, bonne journée.